Moi, je voulais simplement vous remercier d'être là, de vous dire que je suis heureux de vous retrouver pour un certain nombre d'entre vous pour cette septième édition du festival Building Beyond, qui est une belle invention, avec un foisonnement, une richesse à la fois d'intervenants et de thématiques qui sont assez bluffantes. 50, je crois, cette fois-ci, c'est-à-dire à peu près le même nombre que les éditions précédentes. Et comme c'est la septième, ça fait 350 thèmes abordés en l'espace de 7 ans. C'est assez impressionnant. Je pense que c'était assez unique dans l'écosystème, notamment parisien. Et puis, vous dire également que je suis impressionné, après avoir parcouru le programme de cette édition, par à la fois la diversité, la qualité des différents intervenants que vous avez eu le bonheur d'entendre, que vous allez continuer à avoir le bonheur d'entendre, puisque nous sommes pile poil au milieu de ce festival. Et je trouve qu'il y a là, dans cette diversité, cette qualité, en soi, un signal qui incite à l'optimisme, c'est au moins mon cas, parce que face à des enjeux qui nous dépassent tous individuellement, mais qui nous concernent évidemment tous, il est tout à fait évident qu'il faut faire cause commune, non seulement dans la réflexion, ce qui est le cas de ce soir, mais également dans l'action, ce qui est plutôt le quotidien au sein d'un groupe comme Vinci. C'est tout le sens des échanges et particulièrement les travaux de réflexion prospective, de recherche et d'innovation que nous essayons au niveau de Vinci, menés avec de multiples partenaires au sein de Léonard, du Lab Recherche Environnement, j'ai vu qu'il y avait Maxime tout à l'heure, et puis de la Fabrique de la Cité. En écho avec toutes les pistes qui seront ou qui sont explorées pendant ces 3 jours, je voudrais simplement évoquer la façon dont nous les abordons chez Vinci, dont nous abordons chez Vinci cet enjeu existentiel de l'urgence climatique. Alors d'abord, nous faisons déjà l'expérience des conséquences concrètes du changement climatique, simplement parce que nous sommes sur le temps long. Nous sommes, comme vous le savez sans doute, des gestionnaires d'infrastructures de mobilité, en particulier, pas seulement, mais en particulier, comme des autoroutes ou des aéroports. Et nous devons donc déjà, depuis quelques années, composer avec des événements extrêmes, comme des inondations sur des sections autoroutières, comme des feux qui entraînent des coupures d'autoroutes, que ce soit en France ou en dehors de France, ou encore sur nos aéroports. Vous l'aviez peut-être pas vu, mais il y a quelques années, nous avions eu un typhon, dont j'ai oublié le nom, et qui avait totalement submergé la plateforme aéroportuaire du Kansai, près d'Osaka, qui est bâtie sur une île artificielle au milieu de la baie d'Osaka, et qui évidemment était protégée par des digues de défense contre les éléments naturels, mais qui n'avait pas été dimensionné pour les phénomènes extrêmes que nous connaissons maintenant du fait des changements climatiques. Et donc, la conséquence, c'est que il y a eu des vagues qui ont dépassé les hauteurs qui avaient été prévues par les Japonais à l'époque, hein, pas par nous. Et de ce fait, la plateforme a été inondée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que on a réalisé à ce moment-là que toutes les installations électriques de cet énorme aéroport avaient été mises en sous-sol. Et donc, inutile de vous préciser que tout ça a été complètement mis HS pendant plusieurs jours. Et cerise sur le gâteau, la puissance des vents avait été telle qu'un bateau avait échappé à ses amarres et était venu percuter le pont qui permettait à tout le monde d'évacuer la plateforme et aux gens d'aller et venir sur la plateforme, ce qui fait qu'on avait quelques milliers de passagers et de collaborateurs qui ont été bloqués pendant plus d'une journée sur la plateforme, situation de crise que je vous suggère d'imaginer, qui a été un peu perturbante. Donc ça, nous connaissons déjà depuis plusieurs années. Et notre responsabilité étant en charge de ces infrastructures sur le temps long, puisqu'une concession, c'est 10 ans, 30 ans, 50 ans, parfois un temps infini, nous devons, c'est notre responsabilité, élaborer et réaliser des programmes d'adaptation, des programmes de travaux, souvent, pour rendre ces infrastructures résilientes à ces événements climatiques extrêmes. Nous savons à la fois chiffrer et mettre en œuvre des travaux de ce type, en l'occurrence au Kansai, rehausser les digues pour éviter que l'aéroport ne se transforme en port de façon durable.
Nous savons le faire donc en adaptation dans le court terme, à l'échelle de quelques années, mais nous savons aussi maintenant, certes avec quelques imprécisions, mais chiffrer ce qu'il faudrait faire pour rendre nos infrastructures, celles dont nous avons la responsabilité, résilientes sur le long terme. C'est par exemple le cas avec le programme de décarbonation des autoroutes en France, que nous avons chiffré à quelques dizaines de milliards d'euros. C'est donc pas de la petite monnaie. Nous avons dans le même temps, évidemment, pas seulement essayé de focaliser notre attention sur l'adaptation, mais également essayer d'apporter notre pierre à la construction d'un monde décarboné. Et donc, nous avons des plans qui sont précis jusqu'en 2030, qui le sont peut-être un petit peu moins pour la phase 2030-2050, par lesquels nous pensons être capables d'être sur la courbe de la COP 21, c'est-à-dire d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Et à ce titre, notamment sur nos aéroports, nous avons, il y a 3 semaines, inauguré, avec les élus locaux, célébrer l'arrivée au net zéro de notre premier aéroport, qui est le Toulon-Hyères, qui est le premier aéroport français à atteindre la neutralité carbone pour ce qui concerne la plateforme. Évidemment, pas les déplacements en avion entre notre plateforme et une autre plateforme, ce qui est déjà un challenge. Et nous avons maintenant 5 de nos aéroports au niveau mondial sur les 70 ou 71 que nous avons actuellement qui ont atteint le niveau maximal, qui montre que oui, effectivement, décarboner une infrastructure comme un aéroport, c'est parfaitement possible. En général, on n'y arrive pas tout à fait exactement. Il reste un fond de cuve d'émissions carbone que nous compensons, mais qui est très modeste, que nous compensons par des opérations en lien avec l'Office national des forêts en France pour compenser par le biais de puits carbone les émissions que nous ne serons de toute façon jamais capables de totalement descendre à zéro. Donc tout ça pour dire que nous nous occupons de décarboner et que par ailleurs et dans le même temps, nous nous occupons à adapter. Dans nos métiers de constructeurs, qui sont les gros des métiers du groupe, puisque en gros sur les 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe, on a fait plus de 80% dans les métiers de construction au sens large, que ce soit de la construction de logements ou d'infrastructures, mais également des constructions d'ingénierie électrique, de lignes et de postes de transformation électrique. Dans tous ces métiers de constructeurs, l'adaptation au réchauffement climatique, c'est déjà une réalité. On le voit par exemple sur des grands ouvrages hydrauliques que nous réalisons pour éviter que les précipitations ponctuelles extraordinairement puissantes ne viennent engorger les réseaux avec des risques d'inondation et des risques d'engorgement des stations de traitement des eaux. Il y a par exemple le projet Tideway sur la Tamise que nous avons réalisé phase par phase depuis plusieurs années et qui consiste à avoir des réservoirs tampons souterrains qui permettent d'absorber les précipitations exceptionnelles de façon à ensuite libérer cette eau excédentaire de façon plus progressive et éviter qu'elle ne vienne inonder près de la Tamise. Nous avons également réalisé un immense réservoir à la Bassée qui est en cours de construction le long de la Seine en amont de Paris, ou alors dans d'autres géographies, un réservoir qui s'appelle Springbank dans la région de Calgary au Canada. Il s'agit là de projets qui sont majeurs, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois, qui répondent à des risques majeurs, mais ce que nous constatons, c'est que cette anticipation est encore loin d'être le cas général. La réalité, c'est que encore aujourd'hui, de nombreux donneurs d'ouvrages ou de nombreux propriétaires responsables d'infrastructures ne se préoccupent sans doute pas encore assez de les dimensionner en fonction de ces risques climatiques futurs, alors que ça devrait être la règle. Et nous avons donc, nous, entreprises, mais en lien avec les autres acteurs de notre écosystème, que ce soit des bureaux d'études ou des architectes ou des concepteurs, un rôle particulier qui vise à petit à petit faire prendre conscience à l'ensemble de ces propriétaires de ces nouvelles réalités qui nécessitent de faire des gestes d'adaptation à ces événements climatiques extrêmes. Et puis nous avons une émanation de Léonard, qui est une entreprise, une start-up, qui s'appelle Résilience et qui en a fait son métier. Résilience, c'est une entreprise qui conseille
non seulement des gens à l'intérieur du groupe, mais beaucoup de gens à l'extérieur du groupe, quant à la manière dont il faudrait qu'ils fassent les gestes d'adaptation de leurs infrastructures à ces événements extrêmes qui sont maintenant, on le sait tous, inexorables. C'est également le cas, alors face à ce changement climatique, l'idée, c'est évidemment également d'en atténuer les effets en accélérant la transition vers un monde décarboné, en particulier dans le domaine de l'énergie. Alors, nous allons tous entendre tout à l'heure, dans quelques minutes, Xavier Piéchazic, le patron du RTE, qui vous parlera de l'adaptation des réseaux et d'énergie pour faire face à la multiplication des aléas climatiques, mais aussi pour accompagner la montée en puissance des sources d'énergie renouvelables et demain, la massification des usages de l'électricité. Je le redis parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans les esprits. Pour vous le caricaturer, aujourd'hui, l'électricité, c'est 25% du mix énergétique d'un pays comme la France. C'est des pourcentages à peu près similaires dans d'autres pays. La caractéristique en France étant que notre énergie électrique est assez largement, très majoritairement décarbonée. Mais ça n'est que 25% de notre mix énergétique. En 2050, ce ne sera pas tout à fait 100%, mais pas loin, si on veut réussir notre transition vers le net zéro. Dans l'intervalle, on va évidemment tous faire d'énormes efforts d'amélioration de la performance énergétique et de frugalité énergétique. Ça n'empêche qu'il nous faut beaucoup plus d'énergie électrique que ce que nous produisons aujourd'hui. Et cette fois-ci, il faudra de l'énergie électrique qui soit systématiquement décarbonée. Et donc, nous avons un énorme challenge devant nous, un challenge collectif, qui consiste à marche forcée, à marche accélérée, à multiplier de façon extrêmement notable notre capacité de production d'énergie électrique décarbonée, que ce soit par des énergies renouvelables, ce qui est difficile dans des petits pays très denses comme le nôtre, ou dans des pays qui ont la chance, comme nous, d'avoir un véritable savoir-faire dans le monde du nucléaire, de développer à marche forcée également des réacteurs nucléaires, parce que nous n'avons pas le choix. Qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, pour l'instant, il faut se faire à l'idée que nous n'avons pas le choix. Réussir notre neutralité carbone en 2050, ça passe par une multiplication très significative de notre capacité de production d'énergie électrique décarbonée et qu'on n'y arrivera pas simplement avec des énergies renouvelables. Ce n'est pas possible. Et je pense, pour ma part, vous ne leur direz pas que nos amis allemands, ils n'y arriveront pas non plus, parce qu'ils ont misé sur exclusivement les énergies renouvelables, et je pense qu'ils auront un mal de chien à arriver à la neutralité carbone uniquement avec des énergies renouvelables, même s'ils ont pris de l'avance, même s'ils investissent fortement, notamment en mer du Nord, à travers de l'éolien offshore, ils auront beaucoup de mal à assumer leur neutralité CO2 uniquement avec des énergies renouvelables. Et tout ça pour dire que oui, on a besoin de tout ça, mais on a besoin de tout ça de façon très urgente, parce que l'avenir macroéconomique d'un pays comme le nôtre, il est exclusivement dépendant de notre capacité à avoir accès à suffisamment d'énergie électrique décarbonée dans les 20 ans qui viennent. Si nous n'avons pas la bonne quantité d'énergie électrique décarbonée, notre macroéconomie en souffrira et nous continuerons à perdre des places dans le classement des nations sur le plan économique, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur le plan social. La question de l'adaptation au changement climatique, elle ne concerne pas seulement les infrastructures. De façon plus globale, ce sont en réalité toutes les composantes des villes et des territoires qu'il s'agit d'adapter. Pour nous, ça veut dire de nouvelles façons d'aborder notre rôle de bâtisseur, de nouvelles façons de construire, de nouvelles façons de réhabiliter, bien sûr, beaucoup des bâtiments, de régénérer les espaces urbains avec des solutions qui répondent à l'enjeu de la résilience climatique en même temps qu'à ceux de la décarbonation et de la préservation de la biodiversité. Vous savez peut-être que nous avons été précurseurs en nous engageant sur notre activité où nous avons la main, c'est-à-dire l'activité de développement immobilier, à atteindre le zéro artificialisation nette à l'horizon 2030. Est-ce que vous savez que depuis quelques décennies, la vitesse à laquelle, dans un pays comme le nôtre, mais c'est également vrai dans plein d'autres pays, la vitesse à laquelle nous avons artificialisé des sols naturels est à peu près 3 fois supérieure à la croissance démographique. Donc, on est allé au plus facile. On est allé construire sur des terrains
facile. Il faut évidemment arrêter parce que perte de biodiversité, c'est dramatique. Et donc, il faut aller vers le zéro artificialisation nette. Pas forcément de la manière dont s'y prennent les États avec des injonctions en provenance du sommet, mais en faisant confiance aux maires pour trouver localement les moyens permettant de limiter l'artificialisation des sols. Et il faut aller, ça va de pair, dans le sens de la reconstruction de la ville sur la ville. Dans toutes les villes, vous avez tout un tas de friches qui sont déjà artificialisées et sur lesquelles c'est un gros travail d'orfèvre. Il s'agit de déconstruire les choses en général en mauvais état qui sont sur ces friches pour ensuite les reconstruire afin de faire des nouveaux quartiers, des nouveaux ensembles qui soient à la fois vertueux sur le plan urbain, vertueux sur le plan de leur performance énergétique et vertueux sur le plan de l'environnement. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué de faire ça que de construire sur des terrains naturels. Notre objectif à nous, lorsque nous avons la main, c'est-à-dire sur Vinci Immobilier, c'est d'atteindre le zéro artificialisation nette à l'horizon 2030. Et on est en train d'y arriver. C'est exigeant, mais c'est possible. Ce que nous avons également fait dans le groupe, en nous appuyant sur des travaux scientifiques de notre partenaire AgroParisTech au sein du Lab Recherche Environnement, on a développé une offre intégrée de rafraîchissement des îlots urbains en associant des actions sur le végétal, sur l'eau, sur les sols, sur le revêtement. Et puis, nous travaillons bien sûr sur l'ingénierie d'éco-conception des bâtiments, sur l'usage des bétons bas carbone. Juste un mot là-dessus, nous avons pris l'engagement il y a 4 ans, 5 ans peut-être, d'atteindre 90% d'utilisation de béton bas carbone à l'échelle mondiale à l'horizon 2030. Et à l'époque, pour être honnête, je pensais que c'était un peu irréaliste. Et bien, on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver, en particulier dans des pays où on est relativement bien implanté, comme la France. On est stupéfait de la vitesse à laquelle nos clients adhèrent, acceptent le fait de nous laisser mettre du béton bas carbone pour lequel nous avons monté tout un tas de formulations à base d'autre chose que du ciment ou des mix qui intègrent autre chose que du ciment et qui permettent progressivement de décarboner le béton, c'est-à-dire de se passer de ce qui est très carboné dans le béton, c'est-à-dire le ciment. Voilà. Donc le béton armé n'a pas dit son dernier mot parce qu'il est en train lui aussi de se décarboner. Voilà, alors comme le dit l'intitulé de cette deuxième journée de Building Beyond, s'adapter, c'est bien tout un métier et cela nous conduit chez Vinci à transformer en profondeur nos méthodes, nos façons de faire, nos offres, nos solutions. C'est ce qu'on peut appeler un mouvement complet de re-engineering qui consiste à reprendre l'ensemble de ce que nous faisons au quotidien à travers une nouvelle grille d'analyse qui est la grille d'analyse environnementale. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois que vous faites ça, vous créez de la valeur parce que vous amenez chacun des intervenants, chacun des acteurs à se reposer des questions à l'aune de cette grille d'analyse nouvelle. C'est un phénomène que nous avions constaté lorsque, il y a quelques décennies, on commençait à parler de qualité. C'est une démarche que nous avons également constatée lorsque, il y a plusieurs dizaines d'années, nous sommes intéressés à la sécurité sur nos projets. Et la bonne nouvelle avec ce problème existentiel de la planète, c'est qu'on a l'occasion, cette fois-ci, de faire du re-engineering de tous nos métiers à travers ces nouvelles lunettes, cette nouvelle grille d'analyse que constitue l'environnement. Et ça, c'est créateur de valeur. C'est très enthousiasmant et en plus, c'est très fédérateur pour l'ensemble des équipes. Ce mouvement complet de re-engineering, il nous projette vers un horizon de temps qui semble un horizon de long terme, puisqu'on travaille pour l'horizon 2050, mais, et ça, sur le plan philosophique, c'est très intéressant, c'est une des rares fois où on comprend que les perspectives de long terme nous impactent tout de suite sur le court terme. Donc c'est plus facile, quand on parle de la planète, de parler de long terme, parce qu'on en voit les conséquences court terme dans nos vies au tous les jours. Et donc cette espèce de mélange entre le court terme et le long terme, je trouve, il prend toute sa puissance quand on aborde le thème de l'environnement et de l'état de la planète. Je voudrais, pour terminer, aborder une dimension qui est rarement abordée, mais qui me semble assez fondamentale, d'autant qu'elle peut être mal comprise. C'est la dimension économique
de l'adaptation au changement climatique. Dans nos modèles de prévision long terme actuels, on justifie un investissement quand il s'agit de savoir s'il faut faire une nouvelle infrastructure ou un nouveau bâtiment. On justifie par la mesure des effets positifs en termes de recettes financières, de temps gagné pour ce qui concerne les infrastructures de mobilité terrestre, d'effets positifs sur l'économie, de l'amélioration de la production, de la productivité lorsqu'il s'agit d'un investissement chez un industriel. Il va falloir inventer des modèles qui prennent en compte le coût de l'inaction, la santé, la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité, le bien-être des populations. Et donc, c'était simple, puisqu'on pouvait tout réduire les équations à des paramètres relativement simples, et notamment le paramètre financier. Et là, tout est en train de se compliquer, et évidemment, on adore ça. Avec, à la clé, et c'est surtout ça que je voulais dire, un problème assez ardu, qui est le suivant. C'est que quand vous avez une usine de production d'énergie électrique à base d'énergie fossile, elle produit une certaine quantité annuelle d'électricité. Et que pour des raisons environnementales, à juste titre, vous allez la fermer pour la remplacer par une usine de production d'énergie par énergie renouvelable avec un champ photovoltaïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet, en apparence, il n'y a pas d'effet direct sur l'économie puisque vous produisez la même quantité d'énergie. Sauf qu'au milieu, vous allez être obligé de passer par pertes et profits le fait que votre investissement initial dans l'usine existante ne sert plus à rien, il faut la fermer. Donc c'est une perte en capital. Et la grande question, c'est qui paye cette perte en capital? Et c'est là où il ne faut jamais oublier qu'on travaille sur le temps long, qu'on parle de transition. Pourquoi on parle de transition? Parce que tout ne peut pas se faire sur un claquement de doigts et que seul le temps va permettre de diluer progressivement cette perte en capital de l'usine précédente de façon à ce que ce ne soit pas trop abusivement impactant pour le propriétaire de l'usine parce qu'il aura en gros la possibilité d'amortir cette perte en capital sur le temps long. Et donc il est absolument indispensable dans toute cette matière de raisonner sur le temps long. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des gens de temps long. Nous sommes des gens de temps long parce que nous sommes dans les métiers de concession, souvent sur des décennies, et donc nous savons faire ces raisonnements. C'est la raison pour laquelle, sur nos autoroutes, que ce soit en France ou ailleurs, nous sommes capables d'effectivement faire face aux investissements d'adaptation aux événements climatiques extrêmes et de décarbonation de l'infrastructure, à la condition de nous donner du temps pour nous permettre d'amortir tout ça. Parce que sur une autoroute, c'est comme sur une usine ou une usine de production électrique. Vous avez une autoroute existante. OK. Si vous faites les gestes d'adaptation aux événements climatiques, vous n'allez pas avoir plus de clients sur votre autoroute. Donc vous allez avoir les mêmes recettes sur votre autoroute. Et pourtant, vous avez une partie de votre investissement qui va passer à la casse et un nouvel investissement à faire pour assurer l'adaptation et la décarbonation progressive. On est exactement dans le schéma que je viens d'évoquer. Et ce sujet-là, il est assez mal pris en compte. Et ma conviction, c'est qu'il nécessite de s'inscrire sur le temps long. La deuxième remarque, c'est que les investissements générés par ces besoins d'adaptation et générés par ces besoins de décarbonation à vitesse accélérée sont colossaux et jamais le seul argent public n'arrivera à y faire face. Et donc, ça va être une occasion de remettre sur la table un modèle qui a fait ses preuves dans le passé pour nous créer tout un tas d'infrastructures, qui est le modèle du partenariat public-privé, qui revient simplement à mobiliser de l'argent privé pour venir au secours de l'argent public, de façon à permettre d'assumer non seulement ces gestes d'adaptation, mais ces gestes de décarbonation. Et ça s'appelle le partenariat public-privé. Je le dis parce que beaucoup de gens tirent à boulet rouge sur le partenariat public-privé, mais sans l'utilisation de ce concept de partenariat public-privé, c'est-à-dire d'utilisation de l'argent privé pour venir financer les nécessaires gestes d'adaptation et de décarbonation, sans l'utilisation de ce concept, nous n'arriverons pas à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et encore moins faire les gestes d'adaptation aux événements climatiques extrêmes que nous constatons maintenant quasiment de façon quasi quotidienne à travers la planète. Voilà, je ne vais pas en rajouter. Je voudrais simplement pour conclure, puisque
on me fait les gros yeux, je suis déjà en retard. La tâche est immense. C'est assez vertigineux, mais c'est très enthousiasmant. C'est très enthousiasmant parce qu'on a le sentiment très clair que c'est parfaitement réalisable. Les savoir-faire et les ressources sont disponibles. Les solutions en réalité existent. Je voudrais juste tordre le cou à une idée comme quoi seule l'innovation pourrait nous sortir de cette affaire. Je pense que si on implémentait de façon systématique toutes les solutions qui existent déjà sur les étagères des fournisseurs ou les concepts qui ont été développés dans les labos, si on ne faisait ne serait-ce que ça, sans miser rien d'autre quant à la capacité de créativité de l'homme dans les prochaines années, si on ne faisait que ça, on aurait fait déjà un sacré bout du chemin pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Voilà, tout ça pour dire que tout ça, c'est absolument passionnant. Nous, ça nous passionne. Nous sommes chez Vinci tous résolument engagés. C'est un phénomène, c'est un facteur de cohésion sociale dans le groupe qui est inimaginable. C'est la première fois de ma longue vie que je vois ça. Nous sommes 280 000 dans le groupe. Nous sommes 280 000 qui nous levons tous les matins avec en tête le souci, individuellement et évidemment collectivement au niveau de chacun des pays, d'œuvrer dans le sens de la neutralité carbone à l'horizon 2050, parce que ça nous passionne, parce que c'est notre intérêt, et parce que on a le sentiment de tenir là quelque chose qui donne incroyablement du sens à nos métiers au quotidien. On a une mission qui n'est pas seulement de construire, on a une mission qui est de participer à cette œuvre collective incroyable qui consiste à tâcher de sauver la planète à l'horizon 2050. Voilà ce que je voulais simplement vous dire, en étant sorti un petit peu du propos qui m'avait été préparé. Merci Julien.